Notre première séance sera consacrée à l'une des parties, l'Amérique justement, l'Amérique qui change. À quelle Amérique aurons-nous affaire, nous, Européens? C'est-à-dire à la fois quels sont les rapports de force à Washington, quelle est la nature du pouvoir politique qui se dégage de cette curieuse élection, on va en dire un mot, et ensuite quel est l'état d'esprit de cette Amérique, ouverte sur l'extérieur, favorable à renouer ses alliances ou à les redynamiser, ou au contraire, face à la pandémie, face à la nécessité d'une reprise, tournée vers elle-même. Je vous cite, juste avant de vous dire quels seront nos intervenants, je vous rappelle les chiffres. Le démocrate Joe Biden a obtenu 81 millions des suffrages, ce qui lui donne 306 grands électeurs. Là, il faut en avoir au-dessus de 270. Et Trump, le républicain, le président sortant, 74 millions, taux de participation exceptionnel, mais tout de même une sacrée différence. En revanche, les démocrates voient leur majorité à la Chambre des représentants diminuer et jusqu'à une élection partielle qui va avoir lieu le 5 janvier avec les deux sénateurs de la Géorgie, c'est assez exceptionnel qu'elle ait lieu en même temps. Jusqu'à cette élection, le Sénat reste à majorité républicaine. Donc voilà, on peut se demander quel est le signal qu'ont voulu envoyer les électeurs. Quel est le mandat? Quel est le mandat de cette Amérique? Quel est le mandat, du président Biden? Assurément un succès personnel pour lui, sans doute une défaite personnelle pour Trump, mais sans doute pas une défaite pour le Parti républicain. Pour répondre à ces questions, à quoi va ressembler notre partenaire atlantique, 3 intervenants. D'abord à mes côtés, Anne-Lorraine Bujon de l'Estan. Alors Anne-Lorraine, vous êtes née aux États-Unis, vous y avez vécu très longtemps et vous avez enseigné la civilisation américaine. Mais plus important peut-être encore pour nous, vous êtes la nouvelle patronne de la revue Esprit. Le dernier numéro est consacré à la Chine. Vous êtes la nouvelle patronne de la revue Esprit et vous connaissez très bien les États-Unis. Nous serons avec nous aussi en liaison Nicole Bacharan, grande spécialiste du pouvoir politique américain. Vous aussi, vous avez vécu longtemps aux États-Unis. Nicole, j'ai calculé avant de venir ici, j'ai fait mon travail sur Google. Vous avez déjà écrit 16 livres sur les États-Unis, le dernier étant consacré aux premières dames, aux First Ladies, et qu'on peut trouver en poche dans la collection Tempus. Vous êtes membre de la Fondation nationale des sciences politiques et vous enseignez la vie politique américaine. Enfin, un diplomate espagnol, Enrique Mora. Merci d'être avec nous, Enrique. Vous êtes un des principaux, sinon le principal collaborateur du ministre européen des Affaires étrangères, du haut représentant pour la politique étrangère et la politique de sécurité, Joseph Borrell, votre compatriote, à Bruxelles. Et merci à vous aussi d'être avec nous. Je commencerai ce tour de table avec nos intervenants par Nicole. Nicole, voilà, pas de majorité pour un beau succès personnel pour le président Biden, mais pas de majorité évidente. Est-ce qu'on va se retrouver avec un président qui est un canard boiteux et qui, comme on le disait tout à l'heure, comme Nicole le disait tout à l'heure, sera coincé au Sénat avec une politique d'obstructionnisme nihiliste au Sénat de la part du chef de la minorité républicaine, Mitch McConnell, dont on sait qu'il sait très bien faire ça puisqu'il a pourri l'existence de Barack Obama. Quel est un peu le rapport de force à Washington? Écoutez, Alain, d'abord, merci de vos mots de bienvenue. Oui, le rapport de force à Washington, il s'annonce très difficile à cause effectivement de la configuration du Sénat et même de la Chambre des représentants. Vous avez souligné très justement que la Chambre des représentants a désormais une majorité démocrate plus serrée qu'elle ne l'était auparavant, ce qui n'est pas directement pertinent en matière de politique étrangère, mêlé en matière de priorité budgétaire. Et à un moment, le budget, c'est aussi la politique étrangère. Et on peut dire tout de suite que la gauche du Parti démocrate est également une difficulté à venir pour Joe Biden parce que les négociations de ce côté-là seront également difficiles avec des priorités qui ne sont pas celles de l'équipe centriste de Biden. Et de l'autre,
cette majorité probable au Sénat pour les républicains avec un Mitch McConnell, vous l'avez rappelé, qui en 2008 disait que son unique priorité était à l'époque que Barack Obama ne puisse faire qu'un seul mandat. Donc une attitude de blocage qui est complètement contraire à l'esprit des institutions américaines qui sont construites sur l'obligation de compromis entre les différentes branches du pouvoir. Ce que je dirais à cet égard, outre le fait que l'on sait tous ce matin que l'équipe Biden, l'équipe de politique étrangère, est composée d'authentiques multilatéralistes, je pense à Tony Blinken, à John Kerry et à d'autres que l'on connaît tous très bien et dont on sait comment ils pensent, si j'ose dire, et sur un mode de pensée très proche de celui des Européens. Et d'autre part, les contraintes du Congrès. Il y a une troisième contrainte qui est celle de l'état de la démocratie américaine. Il n'y a pas d'alliance entre démocraties qui ne repose sur une relative bonne santé de la démocratie américaine. Alain, vous avez rappelé les chiffres de l'élection. Cette participation très forte nous montre que la fibre démocratique, elle reste forte aux États-Unis, que les citoyens, qui est très ultra divisés entre les deux options qui leur étaient présentées à cette élection, ils ont choisi de s'exprimer dans les urnes. Ils ont fait énormément d'efforts pour voter pendant cette pandémie. Et il faut dire qu'ils acceptent le résultat, quelle que soit leur déception et même leur incrédulité pour des millions d'entre eux. Ils ont accepté ce résultat de manière pacifique, contrairement à tout ce que l'on craignait. Mais néanmoins, je pense qu'une des contraintes supplémentaires qui va s'ajouter à celle que l'on a exprimée pour l'équipe Biden, c'est celle de ce monde que je qualifierais ce monde de folie dans lequel Donald Trump est en train d'entraîner des dizaines de millions d'Américains. Ce refus de la réalité, cette construction d'un monde parallèle, ce refus de la règle démocratique de base, cette folie conspirationniste qui, même si la folie conspirationniste existe en dehors de la Maison-Blanche, là, elle semble se concentrer sur un homme qui souhaitait être un autocrate, qui est enfermé dans son palais et qui cherche des traîtres et cherche à se venger et cherche à purger et qui ne reconnaîtra jamais sa défaite. Ça n'arrivera pas. Donc il espère, par mille moyens, rester au centre de l'attention, continuer à attirer les projecteurs et continuer à projeter ce doute constant sur la validité de l'élection de Joe Biden et sur le fonctionnement même de la démocratie américaine. Et ça, c'est une situation proprement unique dans l'histoire américaine et dans l'histoire de l'Alliance Atlantique, qui est plus courte, mais qui a quand même plus de 70 ans. Donc, quand on prend cela, la situation au Congrès, la division quand même du Parti démocrate, la réalité parallèle que Donald Trump veut imposer au moins à une partie du pays, et puis les contraintes qui sont celles de la pandémie, de l'économie, du monde qui a changé depuis que Biden avait quitté les affaires. Le protectionnisme est revenu et ne va pas disparaître. On voit que ce sera très difficile et que les deux appuis que l'on a, c'est cette équipe multilatéraliste de Biden et on espère un certain effet de la très longue familiarité entre Biden et McConnell qui se connaissent depuis toujours, peut-on dire, et où peut-être Joe Biden aura la capacité d'imposer une certaine capacité de négociation. McConnell, je le rappelle, donc qui va être un des hommes les plus importants à Washington, c'est le chef de la majorité républicaine au Sénat. Je passe la parole maintenant à Enrique Mora pour vous demander, au fond, on a eu Trump qui s'était déclaré comme un ennemi, au moins sur le plan économique, de l'Union européenne, qui nous avait annoncé qu'il nous déclarerait d'ailleurs une guerre de tarifs commerciaux, comme il l'a fait avec la Chine. Donc on savait un peu à quoi s'en tenir. Autrement dit, on était à nouveau, pour un deuxième mandat Trump, dans une manière d'adversité. Là, on a une Amérique qui, comme l'a raconté Nicole,
paraît, certes, nous est beaucoup plus favorable, et non seulement le président, mais aussi les gens qu'il a choisis pour diriger sa politique étrangère ont manifesté très largement leur attachement à l'Alliance, leur attachement à la relation avec leurs alliés européens et asiatiques aussi. Donc tout ça nous est plus favorable. En même temps, c'est un pouvoir politique qui, tel que l'a décrit Nicole, est un pouvoir qui me paraît faible. C'est-à-dire que les démocrates n'ont pas la majorité à Washington. C'est un pouvoir politique qui va avoir des préoccupations intérieures gigantesques, sortir de la récession provoquée par le Covid notamment. Quel type d'interlocuteur allez-vous avoir à Washington? Quels sont les éléments positifs et les éléments négatifs de l'attitude qu'on peut attendre de l'équipe Biden? Merci, monsieur Frachon. Merci pour l'invitation. Merci à Nicole, bien sûr. Et on a travaillé ensemble, ça fait quelques temps. Et la première constatation, c'est, Nicole l'a déjà signalé, c'est les États-Unis et l'Europe ont changé pendant ces 4 ans d'administration Trump. Et en Amérique, le message des élections a été clair. Et Mme Bacharan faisait référence, et les 2 candidats ont obtenu le plus élevé nombre de votes de l'histoire des États-Unis. Alors, c'est une montre de vitalité démocratique qu'il faut se réjouir, mais en même temps, je crois que le message de sûr, c'est clair. Et la polarisation de la société américaine est profonde. En même temps, il y a la pandémie qui semble hors contrôle. Le président élect lui-même, il a dit que ça va être les 2 priorités fondamentales de sa présidence, la pandémie d'abord et la réconciliation nationale. Je crois qu'il faut tirer la première conséquence en matière de politique internationale de ces 2 faits parallèles. D'un côté, nous avons les États-Unis comme la société la plus divisée politiquement d'un point de vue interne parmi les grandes démocraties, les grands pays développés du monde. D'un autre côté, les États-Unis sont toujours la première puissante. Je ne crois pas que ces 2 faits, en même temps, y aller sans conséquence pour la gouvernance internationale et bien sûr sans conséquence pour l'Union européenne et la relation avec les États-Unis. Alors, il y a eu vraiment un changement chez les Américains. Nicole nous a rappelé des temps d'Obama qui semblait, mais maintenant c'est une autre chose. Et en Europe aussi, c'est une autre chose. Alors, les personnes, pour l'interlocution que vous, monsieur Frachon, faisiez référence, c'est déjà mentionné, l'équipe qui se désigne autour du président Biden, c'est une équipe d'abord de gens qui croient vraiment au multilatéralisme, mais ils croient, si je peux dire dans le sens réaliste du mot, ils croient que le multilatéralisme, c'est bon pour faire plus puissante le pouvoir des États-Unis. Ce n'est pas une question idéologique, c'est une conviction des politiques internationales, des politiques étrangères. Et la deuxième question, ils sont des gens, la plupart de l'équipe, qui sont aussi convaincus que les États-Unis sont plus puissants, plus efficaces, s'ils respectent les alliances, s'ils sont respectés par les alliés, surtout s'il y a une politique prévisible. Alors, ces 2 faits sont déjà encourageants pour nous, mais en même temps, il faut avoir à l'esprit, nous connaissons la plupart des gens qui sont déjà nommés ou qui vont être nommés, la plupart d'entre eux ont toujours vu les relations avec l'Europe d'un point de vue, d'un côté bilatéral, avec les grands pays de l'Europe, l'Allemagne, la France, et de l'autre côté, à travers de l'OTAN. Alors, il faudra faire un travail pour resserrer une relation bilatérale dans le sens Union européenne-États-Unis. Et ça va pas être facile, pas du tout. On a commencé déjà une conversation ici à Bruxelles entre les institutions, les États membres. La ministre espagnole faisait référence hier au Conseil des ministres des Affaires étrangères. On a approuvé hier, on a adopté une conclusion préliminaire sur la relation transatlantique. Il y a d'autres faits marquants de cette relation,
de cette conversation, par exemple, la communication conjointe entre les hauts représentants et la Commission sur la relation transatlantique à l'avenir. Il y aura aussi des conclusions, j'espère, en janvier prochain. Le Conseil européen qui va se réunir ici dans 2 jours, il va parler aussi de la nouvelle relation transatlantique et prendre des conclusions. Alors, il s'agit d'une conversation. À la fin, la conséquence de cette conversation devait être une offre. Notre intention, c'est de présenter une offre attirante à la nouvelle administration américaine, une offre attirante de la part de l'Europe. Bien sûr, il s'agit des choses qui dépassent la politique étrangère, comme le climat, les numériques, et il y a la communication conjointe des hauts représentants et de la Commission, ça réfère déjà à ce point. Je vais me concentrer sur la politique étrangère. Il y a, je crois, 3 filières claires dans la politique étrangère. D'abord, la revitalisation des multilatérales. Nous avons eu vraiment des temps difficiles avec l'administration Trump parce que l'Union européenne était le seul à défendre un modèle de gouvernance internationale basé sur un multilatéralisme, basé sur des règles. La Chine fait je crois, fait les mises qu'elle veut développer un monde multilatéral, mais ce n'est pas les mêmes approches que nous. Il faut être très clair. Ce n'est pas du tout les mêmes approches que nous. C'est celui qui vient de Beijing. Et nous avons eu, pendant l'administration Trump, les États-Unis absents de cette histoire. Bon, maintenant, il faut s'engager. Et il faut récupérer le terrain dans des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, dans l'accord de Paris sur le climat. Le président élect a déjà, Joe Biden, dit qu'il veut rentrer sur des organisations, mais c'est beaucoup plus que ça. Il faut amorcer une relation et arranger une coordination avec les États-Unis pour commencer à reprendre le multilatéralisme dans le sens que l'Union européenne le comprend. Je crois que ça va être très, très important, surtout au début. Ça va être encore une fois un problème avec la Chine, mais bon, c'est une partie de l'histoire. La deuxième chapitre que nous voulons entamer une conversation avec les États-Unis, c'est un dialogue de sécurité et défense. Et défense, ça n'existe pas. Il y a un dialogue politique, il y a eu avec l'administration Obama. Le dialogue politique s'est interrompu pendant l'administration Trump. C'est vraiment quelque chose qui attire l'attention. Le fait que la présidence des G7, par exemple, le G7, ça a été les États-Unis pendant 2020. Il n'y a pas eu ni de réunion des affaires étrangères, ni de réunion des sommets. Et bon, ça c'est les sentiments de l'administration Trump pour le multilatéralisme, même quand le groupe est assez serré et assez conçu pour suivre les intérêts des États-Unis. Alors, deuxième, un dialogue en matière de sécurité et de défense. Ce n'est pas pour l'OTAN, c'est une chose qu'on a vraiment besoin. Il n'y a pas eu dans le passé. On va voir si l'administration américaine, la nouvelle, va suivre cette histoire. Et finalement, il faudra parler des sujets et des politiques internationales où nous sommes bien plutôt d'accord, comme la Russie ou la Biélorussie, l'Ukraine, les Nagorno, ou bien des choses qui ne sont pas aussi d'accord, mais qu'il faut vraiment parler, la Venezuela. Et il y a d'autres dossiers qu'il y a des différences, surtout clairement l'Iran. On va voir on a déjà lu les intentions de la nouvelle administration pour l'Iran, mais il faut tester s'ils peuvent finalement, parce que Mme Bacharan a fait clairement allusion aux limites en politique étrangère de la capacité d'agir de la nouvelle administration. Et je crois que l'Iran va être le test le plus clair, définitif, le plus évident sur cette capacité limitée d'agir. Il faut parler aussi des choses qui sont clairement contre les intérêts européens. Le caractère extraterritorial des sanctions américaines qui a été incroyablement renforcé avec l'administration Trump. L'administration Trump, il a mis
au moins 10 sanctions chaque jour pendant les derniers 6 mois contre n'importe qui, des Russes, des Chinois, des Iraniens. Chaque jour, chaque de ces sanctions a des conséquences sur les compagnies européennes, sur les citoyens européens, et ça limite la capacité d'action de la politique étrangère européenne. Nicole parlait qu'elle ne veut pas parler d'autonomie stratégique, elle veut parler de souveraineté. Bon, s'il y a une limitation à la souveraineté, c'est la manque de capacité d'agir parce que nos compagnies ne veulent pas être sous le jeu de l'administration américaine. Il faut parler de ça. Et bien sûr, finalement, il faut parler de la Chine. La Chine va être, avec l'administration Biden, va être le facteur structurant de la politique étrangère américaine. On a déjà commencé avec Pompeo, le secrétaire d'État, un dialogue qui a été proposé par le représentant Joseph Borrell. Il a proposé aux Américains un dialogue sur la Chine. La raison de ce dialogue est évidemment parce que nous ne sommes pas d'accord avec les États-Unis sur l'approche à l'origine. Si nous étions d'accord, il ne faut pas un dialogue dévoilé. Alors, ça, c'est la raison. On va voir avec l'administration Biden. Mon impression, mais ça, je suis les conseils de vous qui savez beaucoup plus. Mon impression, c'est que la politique envers la Chine va être moins de Twitter et moins spectaculaire. Sur le fond, va être à peu près la même chose. Bon, on parlera de la Chine. L'Europe a déjà défini une politique assez sophistiquée, je dois dire, sur la Chine, avec ses 3 composants des partenaires, compétiteurs et rivales systémiques. Et bon, il faut parler avec les Américains sur ça. Pour résumer, nous sommes en train de faire une offre attirante pour la nouvelle administration. Ça doit être pour nous le premier pas dans une nouvelle relation transatlantique, dans régir l'agenda transatlantique, l'agenda. Et on verra, et ça va être en tout cas très, très passionnant. Merci encore une fois. Merci André. On reviendra là-dessus sur l'offre européenne tout à l'heure et toute la journée d'ailleurs. Et maintenant, Anne-Lorraine, donc on l'a vu, un pouvoir, ce qu'on appelle à Washington le gouvernement divisé, ce qui est une configuration fréquente aux États-Unis, mais du temps où il y avait la possibilité fréquente, et c'était même la règle, de majorité bipartisane avec le centre du Parti démocrate et le centre du Parti républicain, ce n'était pas inquiétant. Maintenant, c'est signe de paralysie politique, souvent, très souvent, on l'a vu ces dernières années. Alors, si vous entrez dans une librairie américaine, vous verrez tout de suite une pile de livres. Pourquoi nous sommes polarisés ? Pourquoi est-ce que nous sommes à ce point divisés, dans la mesure où cette division politique reflète naturellement un pays extraordinairement divisé sur sa vision de ce que doit être l'Amérique, sa représentation de l'Amérique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, vous qui connaissez bien la société américaine, sur cette polarisation? Merci beaucoup. Alors, comme les orateurs précédents, je pense évidemment que les 4 ans d'administration Trump ont représenté une sorte de point bas pour les relations euro-américaines et que du coup, l'élection de Joe Biden est une fenêtre d'opportunité, la possibilité de prendre un nouveau départ et qu'il ne faut pas rater cette fenêtre d'opportunité. Mais je pense aussi que si on veut travailler mieux avec les États-Unis dans les 4 années qui viennent, c'est absolument indispensable de les prendre tels qu'ils sont aujourd'hui et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient, pas tels qu'on les fantasme vu d'Europe. D'ailleurs, que ce soit pour se réjouir qu'ils aient perdu de leur superbe ou pour déplorer qu'ils ne jouent plus leur rôle de puissance ordonnatrice des relations internationales. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de représentations un peu fantasmées des États-Unis. Alors, pour risquer un premier diagnostic sur ces États-Unis avec lesquels il va falloir travailler, je voudrais
redire que ce sont des États-Unis profondément divisés, et tous les orateurs avant moi l'ont dit, que ce sont aussi des États-Unis profondément en crise, et que ce sont enfin des États-Unis profondément préoccupés, pour moi, par la question de leur possible déclin, du déclin tout relatif de leur puissance. Donc j'y reviendrai. Je crois que ce sont trois éléments qui sont susceptibles d'avoir des conséquences profondes et durables sur la politique étrangère des États-Unis. Alors, tout le monde a parlé de cette polarisation. Elle a été abondamment commentée pendant la campagne, elle a été abondamment commentée grâce aux résultats, et je crois que c'est très important de redire que cette polarisation n'est pas nouvelle, qu'en réalité elle est très ancienne, et que pour la comprendre, il faut remonter loin dans l'histoire des États-Unis, mais en tout cas à la période des années 60-70, une période de grande modernisation, d'avancée en termes de droits civiques, de droits des femmes, et qu'il y a une réaction à ces années 60-70 qui est encore en train de fermenter aux États-Unis, et que beaucoup des divisions qu'on voit aujourd'hui sont le produit de cette contre-culture, on pourrait dire. C'est-à-dire comment les États-Unis réagissent à la société et au rapport de force politique qui s'est mis en place dans les années 60 et 70. Alors, cette polarisation, elle est d'abord géographique. Je crois que c'est important juste de le redire, même si c'est évident, pardonnez-moi, que les États-Unis sont un continent, et que ce qu'on voit aujourd'hui très clairement, c'est que les démocrates sont dans une position de force incontestable dans toutes les grandes villes côtières, toutes les grandes villes qui sont, on pourrait dire, pour aller très vite, ouvertes, modernes, cosmopolites. Donc les démocrates ont un net avantage en termes de nombre d'Américains qui les soutiennent, mais les républicains, eux, ont un net avantage en termes de territoire qu'ils couvrent. Dès qu'on regarde la carte des États-Unis, on voit bien que c'est une carte très largement rouge. Donc cette division géographique, elle recouvre d'autres divisions qui sont des divisions politiques, des divisions raciales, des divisions religieuses, et qui se superposent de telle sorte qu'on a aujourd'hui effectivement deux coalitions irréconciliables qui ne sont pas d'accord, pas seulement sur les priorités, sur les politiques à conduire, mais réellement, comme vous l'avez dit, sur les valeurs fondamentales des États-Unis. Qu'est-ce qui définit les États-Unis d'Amérique, et donc aussi quels sont leurs intérêts, quels sont leurs partenaires naturels. Donc les sondages du Pew Research Center, qui a beaucoup travaillé sur la polarisation politique aux États-Unis, montrent par exemple que 8 électeurs sur 10 aujourd'hui, républicains démocrates, pensent que leur désaccord avec le camp adverse porte sur les valeurs fondamentales des États-Unis, et 9 électeurs sur 10 pensent que le camp adverse conduirait le pays à la ruine. Donc ce sont ces États désunis que Joe Biden va devoir diriger maintenant, dans lesquels les démocrates se sont déterminés dans l'élection dans l'ordre sur la question des inégalités raciales de façon massive. Enfin, on montre que ça a été un déterminant très fort. La question de la pandémie et de sa gestion, bien sûr, et juste derrière la question de la pandémie et de sa gestion, la question de la protection sociale aux États-Unis, donc de la couverture santé, dont on se souvient que ça a beaucoup occupé Barack Obama. Voilà leur motivation principale, tandis que les motivations des républicains étaient toutes du côté de l'économie et du côté des questions de sécurité. Donc, les élections, on peut les interpréter en réalité comme un succès ou comme un échec des deux côtés. On a dit, Trump a remporté 74 millions de suffrages, c'est-à-dire un vrai succès pour lui. Il a conforté l'adhésion d'une grande partie des Américains à ce qu'il représente, à ce qu'il défend, à son style. Et ce courant dont Trump s'est fait le porte-voix, qui est nationaliste, isolationniste, protectionniste, est encore très puissant dans le pays. Il est très puissant au Congrès, on l'a dit. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que encore 25 élus républicains au Congrès qui ont reconnu publiquement que Joe
Biden avait remporté les élections. Donc, il va falloir gouverner avec cette division. Et on voit que sur un sujet qui nous importe profondément, comme le réchauffement climatique, par exemple, cette polarisation est un problème immédiat. C'est-à-dire que des États comme la Californie seront tout disposés à travailler sur la lutte contre le réchauffement climatique. Mais tous les États qui dépendent encore largement des énergies fossiles, ce sera vraiment une autre histoire. Alors, les États-Unis sont profondément en crise. Je voulais le dire. On a parlé de la pandémie. On est devant une nouvelle flambée des cas. Le nombre de contaminations est à 14 millions. Le nombre de morts est à 282 000 morts. Donc, c'est de toute évidence la première priorité de Biden que de gérer cette crise sanitaire. Et ça va durer encore de longs mois. Derrière la crise sanitaire, il y a une crise économique, vous l'avez dit. Et cette crise économique, elle est très intéressante parce qu'on a vu le nombre d'emplois perdus absolument colossal, 22 millions d'emplois perdus au printemps dernier. Et la capacité à rebondir spectaculaire aussi, puisque de ces 22 millions, déjà 10 millions d'emplois ont été recréés. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes emplois. On dit par exemple la consommation de biens est repartie, ce qui est une très bonne nouvelle, mais la consommation de services est encore complètement en berne. Dans les 10 millions de personnes qui n'ont pas retrouvé d'emploi, 5 millions sont des femmes. Et ce sont vraisemblablement des femmes qui travaillent dans des métiers de services mal payés. Et donc, vous pouvez compter les divisions américaines se recoupant les unes les autres, qu'elles sont vraisemblablement noires ou hispaniques. Ce qui montre que la question des inégalités, qui là encore ne date pas de Trump, elle est bien plus ancienne, mais elle monte dans le débat. On a parlé de cette aile gauche du Parti démocrate. La question des déséquilibres profonds de l'économie américaine, qui font que l'économie américaine peut sembler en grande réussite sur les indicateurs macroéconomiques, mais qu'elle cache des difficultés sociales considérables. Ça, c'est aussi une des réalités avec lesquelles Joe Biden va devoir compter. La priorité de Joe Biden, on l'a dit, ça sera donc de réparer le pays. Il utilise sans cesse ce vocabulaire. Il faut réparer le pays, il faut remettre le pays en ordre, il faut guérir, il faut réconcilier. Alors, on peut penser à Barack Obama qui disait en 2012 que loin des aventures de Bush au Moyen-Orient, il fallait commencer par le nation building at home. Et c'est sûr que pour Joe Biden, ce sera... Voilà, avant de partir dans des aventures à l'étranger, avant de s'engager dans des alliances compliquées, voilà, il faut d'abord s'occuper de réparer la société américaine, s'occuper de ces déséquilibres qui la minent, retrouver une cohésion nationale. Alors, en matière de politique étrangère, c'est frappant dans cet article de Foreign Affairs qui a déjà été cité tout à l'heure, que Joe Biden a écrit au printemps, qui dessinait un programme de politique étrangère pour les États-Unis. Une bonne moitié de l'article est consacrée à la façon dont il faudrait commencer justement par s'occuper de la démocratie américaine, c'est-à-dire pour pouvoir exercer leur leadership à nouveau, les États-Unis doivent être exemplaires. Pour être exemplaires, ils doivent réparer leur démocratie. Donc en réalité, il parle beaucoup de ce qu'il va faire en politique intérieure et assez peu de ce qu'il va faire en politique étrangère. Et là où il parle de ce qu'il va faire en politique étrangère, c'est très frappant de dire voir qu'il cherche une politique étrangère pour les classes moyennes. Alors, on a parlé de la globalisation, on a parlé de ses effets néfastes, on a parlé d'un sentiment de rejet de la globalisation aux États-Unis, du sentiment que les Américains peuvent avoir de cette mondialisation qui n'a pas été profitable pour eux ou pas pour tout le monde en tout cas, et certainement pas pour les classes moyennes inférieures des régions désindustrialisées ou pour les Blancs sans diplôme. Et on voit donc que Joe Biden dit qu'il va chercher à construire une politique étrangère pour les classes moyennes. Ça veut dire en matière d'accords commerciaux, par exemple, que je crois qu'on n'est pas prêt de revenir
au libre-échangisme des années 90 et qu'il y a des éléments du protectionnisme de Trump qui vont certainement rester. Et tous les slogans du Buy American sont déjà très présents dans le discours. Alors, un dernier point, je disais tout à l'heure, je crois que les États-Unis sont profondément préoccupés par la perspective de leur déclin. C'est un débat, là aussi, qui travaille la société américaine depuis de nombreuses années. Donald Trump en a donné la version la plus manichéenne, on pourrait dire, en proposant littéralement d'inverser les horloges pour revenir à une époque où la puissance des États-Unis était incontestée, donc l'Amérique des années 50, on pourrait dire. Make America Great Again, c'était vraiment un slogan de retour en arrière. Mais s'il en a donné cette version très caricaturale, il faut penser avant Trump à la prudence stratégique d'Obama, au pivot vers l'Asie et à sa volonté de mener une politique étrangère beaucoup plus prudente, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus réaliste. Et encore avant Barack Obama, même la présidence de George W. Bush, elle a été percutée par le 11 septembre 2001, comme on sait, qui avait donné l'occasion aux néoconservateurs de pousser leur projet de promotion démocratique à travers le monde, mais qui était aussi la réponse que les néoconservateurs voulaient apporter au risque que les États-Unis perdent leur prépondérance, au risque qu'une puissance rivales puissent venir les menacer. Donc, ces trois présidents extrêmement différents les uns des autres ont apporté une réponse différente à une question qui était pour moi la même, qui est dans un monde multipolaire où les déterminants de la puissance évoluent, comment les États-Unis peuvent-ils rester la puissance dominante ? Toutes ces questions-là, elles seront encore celles de l'administration Biden et je crois qu'on va trouver des éléments de tout cela, à vrai dire. Il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est la fatigue de la guerre et des interventions à l'étranger. Le rejet des guerres sans fin menées par l'administration de George W. Bush est très puissant au sein de la société américaine et il est très puissant dans ces fameuses classes moyennes dont on a parlé. Donc ça, c'est une chose avec laquelle il faudra compter. Les États-Unis restent une puissance militaire incomparablement supérieure à toutes les autres, mais ils ne sont plus du tout interventionnistes. Donc, ils vont sans doute effectivement renouer avec les alliances, le multilatéralisme, mais on peut se demander jusqu'où. Joe Biden a beaucoup mentionné cette question d'alliance des démocraties. Mais là, je serais tout à fait d'accord avec Nicole Nesotto qui nous disait tout à l'heure, le monde a changé. Les États-Unis ne vont pas redevenir le chef du monde libre. Autant Donald Trump entendait ramener les États-Unis aux années 50, parfois on a l'impression que l'administration de Joe Biden voudrait retrouver la situation des années 90. Ça n'arrivera pas. En conclusion, si vous voulez, il va falloir compter avec le fait que Joe Biden sera d'abord préoccupé par ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, tout le monde l'a dit, avec le fait que le Trumpisme reste une force déterminante et qu'on n'en a pas fini. Et je crois, comme l'ont dit les orateurs précédents, que c'est très important dans ce contexte pour l'Union européenne, d'être très pragmatique, d'avoir des choses à proposer et d'avoir des choses à proposer qui concordent avec les besoins précisément des classes moyennes américaines, que ce soit dans le domaine du changement climatique, de la régulation des plateformes ou d'autres questions. Merci. J'ajouterais sur la polarisation et sur les sondages que fait cet Institut Pew, un qui m'a paru très intéressant, c'est que le pays démocrate aux États-Unis représente 70% du PIB et le pays républicain 30% du PIB. Le pays démocrate portait un masque très largement, le pays républicain n'en portait pas. C'est aussi une affaire culturelle. Nicole, voilà, bon...
quels sont les pouvoirs du président pour passer outre l'opposition démocrate au Congrès? Alors on dit toujours, il y a une expression américaine, on dit mais le président, il dispose d'un pupitre auquel il peut parler à tout le pays. Et il peut faire pression sur le Congrès comme ça et intimider les élus républicains de la majorité républicaine au Congrès en politique intérieure ou en politique étrangère. Alors comment il fait le président quand il est face à un gouvernement divisé avec des partis qui se comportent parfois comme des sectes ou comme des tribus? Oui, comme des sectes, comme des tribus, voire même comme des officines que je qualifierais de presque mafieuses au service d'un chef qui, lui, se comporte en une sorte de parrain. Enfin, j'emploie des mots qui peuvent sembler choquants, mais comme Anne-Lorraine l'a très bien rappelé, quand on a 25 ou 27 élus républicains sur 249 qui ont reconnu l'élection de Joe Biden parce qu'ils ne veulent pas subir la ire de Donald Trump, parce qu'ils ne veulent pas se mettre à dos l'électorat de Donald Trump, on voit bien qu'on est même au-delà de la division partisane, puisque je ne pense pas qu'il y ait pratiquement un seul élu républicain qui doute de la victoire de Joe Biden. Alors les pouvoirs du président, il y a déjà ces pouvoirs constitutionnels. On a parlé, Enrique l'a rappelé aussi, le retour souhaité dans l'accord de Paris des États-Unis. C'est quelque chose que Joe Biden peut faire sans le Congrès, puisque Barack Obama, n'ayant aucune illusion sur la ratification éventuelle du traité par le Sénat d'alors, l'avait signé comme un accord présidentiel. Donc, Presidential Agreement, ça dépend du président. Il peut y revenir sans avoir à négocier avec le Congrès. En ce qui concerne... Sur l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ce n'est pas un traité au regard du droit américain, donc il n'a pas besoin du Sénat. Il n'a théoriquement pas besoin du Sénat. Mais je pense qu'Enrique faisait allusion également, la situation de cet accord, elle a beaucoup changé. Outre le fait que la politique de Donald Trump de sanctions et de retrait se révèle un désastre, puisque le but était de ramener les Iraniens à la table des négociations pour avoir un accord qui soit un peu verrouillé sur le plan du programme balistique ou de l'influence régionale néfaste de l'Iran à travers notamment les milices chiites. Rien de tout ça ne s'est produit. Le pouvoir iranien a encore renforcé son emprise sur le pays. Et par ailleurs, je ne doute pas qu'à Téhéran, le message de Donald Trump vis-à-vis de la Corée du Nord a été parfaitement compris. Si on veut se faire respecter par les États-Unis, il vaut mieux avoir l'arme nucléaire. Donc c'est un affaiblissement terrible de la position ancienne américaine et de la position européenne dans l'accord de Vienne, sachant que l'AIEA a bien confirmé que l'Iran avait repris l'enrichissement pour aller vers un grade militaire et l'accès à la bombe plus rapide. Et au-delà même de la question purement iranienne, il y a le fait que le monde entier a compris, et les Européens, on l'a tous ressenti avec beaucoup de tristesse, que ce que faisait un président américain, le suivant pouvait le défaire, et que donc le facteur de confiance, de toute façon, il ne se reconstruira pas de manière forte ou durable. Donc vous parliez, Alain, de l'autre pouvoir du président, qui est ce fameux bully pulpit, la tribune qu'il a, et que certains ont utilisé, je pense à Bill Clinton notamment, vraiment pour faire de la pédagogie, pour expliquer aux Américains l'état de leur pays, l'état du monde, ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. Je crois que là, Joe Biden a quand même un vrai outil qui sera difficile à manier dans un pays aussi polarisé et dont la polarisation repose en partie sur des fantasmes, sur des choses toutes les folles qui sont répandues à travers les réseaux sociaux et renforcées par toute l'attitude de Donald Trump. Ramener les Américains à une vision du monde réel avec ce qu'il a de sympathique et d'antipathique, et qui est au-delà des partis. Il y a des réalités dans ce monde.
vous citiez le fait de porter ou de ne pas porter de masque comme une déclaration politique, on voit à quel point il y a d'un côté le réel et de l'autre côté les fantasmes et les réactions fantasmées. Donc, je crois beaucoup quand même à la capacité de la pédagogie, de l'explication, du rôle du président pour, comme le disait Anne-Lorraine, apaiser, réparer, réconcilier, sachant que ce rôle-là, il est encore plus difficile aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et c'est, comment dire, ce qu'on a vu, je terminerai là-dessus, mais ce que l'on a vu beaucoup, on a dit, les institutions américaines, elles sont bien construites, elles sont solides, elles ont résisté. Oui, jusqu'à un certain point. Ce qui a résisté le mieux, on le voit, c'est étrange d'ailleurs peut-être, ce sont les autorités locales, pour la plupart d'entre elles, face à cette folie électorale, cette folie du refus du résultat. On voit que c'est à Washington que les élus républicains ne sont pas à la hauteur. Dans les États, les élus et les responsables républicains ont presque tous respecté le monde réel, où l'élection s'est déroulée correctement et où les résultats sont connus. Mais les règles, enfin moi, ce qui m'a le plus frappé pendant ces 4 années douloureuses de la présidence Trump, c'est qu'au-delà de la Constitution, au-delà de la loi, il y a les règles non écrites de la démocratie, et ça concerne tout autant les démocraties européennes face au populisme. C'est le respect de l'adversaire, le respect du débat, le respect de la vérité et au dernier point, le respect du suffrage. Tout cela est mis à mal par les populistes et c'est contre cela que le président Biden devra exercer ce fameux pupitre du pédagogue et je pense qu'il devra le faire tous les jours, mais dans un style plus calme et non pas à coup de tweet en lettres majuscules. Nicole. Enrique Mora, je voudrais vous demander, à vous, j'ai deux petites questions. La première, on dit que notre interlocuteur américain sera difficile aussi, même s'il sera plus sympathique, mais difficile parce que divisé. Mais est-ce que sur cette question de revivre le multilatéralisme, moi j'aime pas beaucoup cette expression, mais c'est-à-dire une coopération entre États qui soit fondée sur des normes et respectueuse d'un certain nombre de normes, c'est ça le multilatéralisme. Est-ce que sur cette question, l'Europe est unie ? Est-ce que les 27 ne sont pas traversés par des lignes de fracture dans leur vision de l'Amérique? Est-ce qu'il y a parmi les 27 des membres qui vont regretter l'administration Trump et cette idée que le rapport de force, c'est après tout la réalité et que ça marche aussi bien que le multilatéralisme? Ça, c'est ma première question. Ma seconde, c'est une des idées fortes de Biden, et il l'a dit dans un très court entretien qu'il a accordé au New York Times la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière. Il a dit, sur la Chine, pour le moment, je laisserai les sanctions commerciales. Je n'y touche pas pour le moment, prises par Trump. Mais ma priorité sera d'associer les Européens à ma politique chinoise. Autrement dit, de faire une sorte de front commun entre l'Europe et les États-Unis face à la question de la Chine et aux questions que nous pose la Chine. Est-ce que c'est une bonne idée, vu de Bruxelles, vu de la fonction que vous exercez? Merci pour les questions. D'abord, sur l'Union européenne n'est pas unie parmi les États membres quand il s'agit des États-Unis. Ça c'est clair. Il y a des perceptions différentes pour quelques États membres. Les États-Unis sont existentiels pour leur sécurité. Ils considèrent que les États-Unis, c'est un facteur pas seulement clé, mais absolument existentiel pour leur sécurité. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Alors, on commence, le point de début, ce n'est pas facile, dans le sens que les perceptions sont différentes, et ça se montre presque chaque jour dans des discussions les plus diverses ici à Bruxelles entre les États membres. César dit ce qu'on a essayé depuis le début, c'est incorporer et mettre dans l'équation toutes les sensibilités diverses qui peuvent être incluses.
avec la relation transatlantique. Ce qu'on a essayé depuis le début, les hauts représentants, c'est de faire preuve qu'il y a un intérêt européen, qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre sur un papier, qu'on peut définir, qu'on peut clairement préciser, qui s'appelle l'intérêt européen dans n'importe quel sujet. Et c'est ça ce qu'il faut défendre. C'est ça le problème, plusieurs fois, pour arriver à cette définition. Parce que c'est ça l'offre qu'on va présenter aux États-Unis. Mais oui, vous avez tout à fait raison, il n'y a pas une approche unie absolument commune des États membres vers les États-Unis. Ça, c'est une chose que l'administration Trump a joué clairement avec des gestions bilatérales, etc., chaque fois que Washington était intéressé à affaiblir une position européenne. Mais on va voir avec la nouvelle administration. Mais la première chose, le premier travail, c'est chez nous. La première chose à faire, c'est précisément définir notre propre intérêt et être capable de lui défendre envers les États-Unis d'abord et le reste. Pour la Chine, ce qu'il faut, encore une fois, la relation entre la Chine et les États-Unis, ce n'est pas une relation bilatérale, si on peut dire, normale. Normale dans le sens qu'on peut étudier les intérêts, etc. Non, ce n'est pas une relation comme ça. C'est plutôt une relation qui, d'une manière ou d'une autre, met en jeu la prévalence d'abord dans le Pacifique, dans l'Indo-Pacifique, et après dans le reste du monde. Et dans l'intérêt, c'est une question, est-ce qu'il est dans l'intérêt de l'Union européenne de prendre clairement un côté? Je crois que non. Peut-être l'Union européenne peut rester équidistante, encore une fois, je crois que non. Alors, c'est ça le problème, et c'est ça la question qu'il faut trancher. Nous avons nos intérêts, comme Nicole Lesotho a dit avant, la politique de Borrell, de My Way, que quelqu'un a traduit dans les chats. Mais c'est ça, c'est comme ça parce que ce n'est pas une relation dans laquelle tu peux suivre tes intérêts et aboutir à une conclusion. Parce que tôt ou tard, ils vont te confronter avec une réalité qui est incontournable. Tu dois être ou avec moi ou contre moi. Parce qu'ici, ce qu'on parle, c'est de survivre. C'est de la prévalence en Indo-Pacifique. C'est de la prévalence. Écoutez, pour l'instant, les confrontements, c'est plutôt technologique. C'est dans les domaines technologiques, aussi dans les domaines de commerce. Mais on ne peut pas savoir pour l'instant si ça peut avoir un côté militaire tout ou tard, dans le sens qu'il avait avec l'Union soviétique. Et alors, à ce moment-là, il faut bien sûr définir une position européenne et être bien sûr et continuer sur ce chemin. Merci. Bien, okay. Alors, il y a une question de la salle. En fait, on y a déjà répondu, donc c'est toujours cette question de l'accord de Paris. Est-ce que sans majorité, c'est une question qui revient plusieurs fois, est-ce que sans majorité au Sénat, dont une des fonctions en politique étrangère est de ratifier les traités, est-ce que sans majorité au Sénat, les États-Unis peuvent revenir dans l'accord de Paris? Alors, on a déjà expliqué que juridiquement, aux États-Unis, l'accord de Paris n'est pas considéré comme un accord. Il lie les États-Unis, mais il n'est pas considéré comme un accord. Donc, juridiquement, les États-Unis, le président Biden peut dire « nous retournons dans l'accord de Paris ». Il faut dire à cela aussi, il faut ajouter à cela que les États-Unis n'ont pas pris tellement de retard en matière de lutte contre le réchauffement climatique parce que toutes les grandes villes appliquent sensiblement, voire quelquefois sont en avance même, sur les normes fixées par l'accord de Paris. Donc voilà la réponse à cette question que nous avions faite, mais sur laquelle il faut revenir, parce que c'est assez compliqué à comprendre. C'est pour nous un traité qui s'impose au droit intérieur. Aux États-Unis, on a choisi une formule juridique plus souple pour ne pas avoir à solliciter l'autorisation, le feu vert du Congrès qui n'aurait pas été donné à l'accord de Paris. Voilà. Je crois qu'il y a aussi une autre question et ce sera la dernière. Nous conclurons après. Ce sera la dernière. C'est Nicole qui veut la poser dans la salle Nicole Lesotho, justement. Moi, j'avais une question assez simple. Est-ce qu'on sait si ce clivage traverse les militaires? Qu'est-ce qu'on sait du corps
des militaires américains, est-ce qu'on sait comment ils ont voté? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? J'ai regardé les sondages de sortie des urnes. Il me semble avoir vu que dans les familles qui comptent au moins un militaire, on a plutôt voté républicain. Traditionnellement, on vote plutôt républicain quand on est une famille de militaires. Néanmoins, j'ai trouvé très frappant pendant ces 4 années de présidence Trump que l'état-major militaire s'est très souvent démarqué du président de manière beaucoup plus nette qu'un certain nombre d'élus républicains. Et c'est vrai que quand il y avait toutes ces questions sur la crise démocratique et jusqu'où irait cette folie autour des élections, le refus de Donald Trump d'accepter les résultats, est-ce qu'on pouvait aller jusqu'à un coup d'État, tout du long, j'ai toujours été très rassurée par le fait que les militaires américains considèrent de façon unanime qu'ils sont au service de la Constitution et du peuple américain, et que donc ce n'est pas d'eux que viendraient ces manquements à la démocratie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que le rejet de l'interventionnisme et des guerres qui ont coûté très cher aux États-Unis dans l'idée des Américains pour pas grand-chose, voire même pour des résultats uniformément négatifs, je crois que c'est très fort, que ça compte beaucoup pour beaucoup de familles dans cette Amérique rouge, et que si Donald Trump est encore occupé là à faire rentrer les militaires à la maison, c'est bien pour répondre aux demandes de cet électorat-là. Nicole, sur cette question-là, moi j'ai une toute petite précision. D'après les sondages, ce qu'on appelle l'électorat militaire aux États-Unis, c'est, comme vous l'avez dit Anne-Lorraine, c'est pas seulement les gens qui sont sous les drapeaux, c'est aussi leurs familles. Donc ça représente beaucoup de monde, notamment dans le Sud. Or, il semble que pour la première fois, enfin, un président démocrate a plus gagné de voix dans cet électorat que la moyenne des présidents américains. Et si on regarde ce qui s'est passé en Géorgie, et souvent beaucoup d'académies militaires sont dans le sud des États-Unis, et si on regarde ce qui s'est passé en Géorgie, eh bien on voit que peut-être Joe Biden ou Donald Trump par rejet, ou Joe Biden par séduction, mais plutôt Trump par rejet, on voit que les démocrates ont commencé à reprendre un peu sur cet électorat. Voilà pour cette question-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicole Bacharan, là-dessus. Oui, mais je suis tout à fait ce que Anne-Lorraine et Voilin venaient de dire. Et ça nous ramène au fait que, comment dire, les militaires sont généralement conservateurs pour des raisons que l'on peut facilement comprendre, mais qu'ils n'ont pas tous perçu Donald Trump comme un républicain, parce que Donald Trump se situe en dehors du champ démocratique. C'est un populiste et il aurait pu aussi bien s'emparer peut-être du Parti démocrate que du Parti républicain comme il l'a fait en s'appuyant sur d'autres revendications sociales ou populaires. Donc c'est ce divorce en quelque sorte entre ce qu'était le Parti républicain et ce qu'a entraîné Donald Trump qui joue, je crois, au-delà de la séduction personnelle peut-être de Joe Biden, de sa solidité, qui joue sur cette attitude un petit peu moins conservatrice cette fois-ci des militaires et des familles de militaires. Évidemment, les militaires, les responsables s'expriment peu publiquement. Ils l'ont fait, Anne-Lorraine le rappelait, et je pense notamment à cette fameuse séance de photos devant l'église à Washington au moment des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, où le général Milley a escorté lui-même en treillis, vraiment en tenue de combat, a escorté Donald Trump pour aller faire des photos, la Bible à la main, devant l'église de Washington. Et ce général donc l'a profondément regretté parce que, selon la formule que rappelait Anne-Lorraine, il est au service de la Constitution et non pas d'une prise de position politique ou même du président. Et où quand disons, le rôle du président est contestable sur le plan de la Constitution, les militaires américains s'en sont démarqués
De même, on se souvient de toutes les réticences de l'état-major quand Donald Trump a voulu envoyer des militaires à la frontière pour garder la frontière en face du Mexique, ce qui est totalement contraire aux règles d'engagement de l'armée américaine qui doit intervenir à l'étranger, à moins qu'il y ait une insurrection dramatique dans le pays. Et où finalement, les militaires américains se sont retrouvés à la frontière, mais sans armes, en train de faire des travaux d'intérêt général parce que justement, ils n'étaient pas raccords avec leurs règles d'engagement. Et c'était une manière nécessaire et inévitable de rappeler au président Trump qu'il y avait un divorce en quelque sorte entre ses exigences de politique intérieure, car c'était bien électoral, et ce qui gouverne, les règles qui gouvernent l'armée américaine. Donc c'est vrai qu'à travers toute cette folie des dernières années, l'armée américaine est restée quelque chose de solide derrière la défense de la Constitution. Et je rappellerai d'ailleurs, ayant toujours été vu, et ça a fonctionné jusqu'à il y a peu, comme un outil d'intégration, les minorités noires, hispaniques, qui sont très fortement représentées, et ça joue un rôle dans cette stabilité démocratique de l'armée. Merci Nicole Bacharan, merci Anne-Lorraine Bijon de l'Estang, merci beaucoup aussi à Bruxelles Enrique Moja pour nous avoir aidé à esquisser ce portrait de notre interlocuteur américain pour les 4 années qui viennent. Merci à vous. Deux intervenants pour ce premier panel qui prend déjà fin. Nous allons maintenant marquer une pause de 5 minutes, mais restez bien en ligne pour la suite de cette journée avec la discussion Quel commerce, le panel qui va s'installer juste le temps d'une petite pause. Merci encore à vous.